Si, tiens, ma femme elle a entendu, hein. Une des plus grandes familles marocaines, le mec il est ambassadeur du Maroc un peu partout. Ils m'entendent là? Viens parler. C'est Non, très, mais très intéressant. Viens. puisqu'on parle de Netanyahou, là, il me voit là. Là, il y a Gérard qui veut vous parler concernant Netanyahou. Assieds-toi. On me voit là, c'est bon? C'est bon, tu es là. Alors, attends, je vais te montrer. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, il paraîtrait que là, aux dernières nouvelles, moi, c'est un grand dignitaire marocain qui m'a appelé ce matin, un gars qui a été plusieurs fois ambassadeur du Maroc dans tous les grands pays du monde. Et en même temps, c'est une des plus grandes familles du Maroc. C'est un mec qui est bien avisé, surtout, absolument tout. Ce matin, il m'a dit ambassadeur, oui, du Maroc, un peu partout. Avisé, c'est les services de renseignement. Voilà, il a été aussi chef de la police au Maroc, il a été gouverneur de Casablanca, plusieurs fois ministre au Maroc. C'est une grande personnalité qui est vraiment avisée. Il est tout près du roi et tout. Et il m'a dit ce matin que, absolument sûr de lui, que c'est Netanyahou qui a fait exploser le port du Liban parce qu'ils ont retrouvé un hydrate de potassium, un truc comme ça, qui pouvait justement servir à fabriquer des bombes pour détruire Israël, un truc comme ça. Et donc, ils ont, tu sais bien, les Juifs, quand ils savent qu'il y a un truc qui se passe à côté, ils s'empressent de le détruire, comme ils ont fait. Comme c'était un potentiel explosif. Un grand potentiel explosif. D'ailleurs, on en a eu la preuve. Ça a explosé le port du Liban. Voilà, donc c'était ça. Donc, apparemment, d'après ce qu'il dit, à 100%, lui, il me dit ça. D'ailleurs, j'ai son truc ici sur mon téléphone. Non, mais c'est possible. Hein. De toute façon, ça faisait 6-7 ans que c'était sur place, ça n'a jamais explosé. Et pourquoi, à un moment donné, il doit y avoir une cause concrète. Absolument. Sinon, pourquoi ça n'avait pas explosé la veille, l'année d'avant, puisque l'été, l'hiver se suivent. Donc, c'est vrai que c'est louche. Mais bon, est-ce que ça nous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Franchement, moi, au début, j'ai pensé que c'était plutôt les Syriens pour que le port de Beyrouth, qui fait un peu concurrence au port syrien, En fait, il faut voir où ça va mener tout ça pour connaître le commanditaire. C'est toujours pareil. Si on savait où ça va mener tout ce qu'il nous faut en ce moment, putain, on ne dormirait plus. Là. Moi, je te dis, tout ce que tu viens de dire là tout à l'heure, c'est trop vrai, quoi. Mais c'est effarant, c'est effarant ce qui se passe en ce moment. Mais partout, mais au Maroc, comme tu as dit, en Algérie, c'est pareil, ils sont en train de terroriser la population. Personne ne sort, personne ne rentre. Les hôtels ferment, ils font faillite, tout le monde fait faillite. Au Maroc, c'est effroyable ce qui se passe. L'Espagne, j'en viens. Je peux te dire, ils sont, comment dirais-je, effrayés, les gens, ils sont hystériques, ils sont, et puis il n'y a pas de touristes. Terrorisés, moi j'appelle ça le terrorisme sanitaire. Ils sont terrorisés, les gens sont terrorisés. Si tu te promènes sans masque dans la rue, ils te bousculent, ils t'insultent. Moi j'ai eu une amende, là, il n'y a pas longtemps. Ils te bousculent, ils t'insultent, tout ça, mais c'est incroyable, comme si tu étais venu avec la maladie. Oui, vous les étrangers, vous nous apportez le Covid. Non, mais attendez, c'est en Espagne que ça a commencé, il me semble, et en Italie. Et maintenant, soi-disant, c'est nous. Mais ça, c'est ce qui se dit et tout. Donc, pour justifier, on va dire, pour justifier les interdits et tout. Mais c'est effroyable. Mais quand on te confine 2 mois et que tu as pour seul compagnon la télé, qui te dit qui te fait du matraquage, obligatoirement, in fine, tu sors terrorisé. C'est logique. Bien sûr, mais enfin, des gens comme toi ou comme moi, on n'est pas vraiment terrorisés. Oui, ils nous en font un peu plus, je crois. Mais nous, ils nous censurent. On m'a censuré un truc aujourd'hui sur Facebook, il y a 2-3 jours sur YouTube. Nous, on nous censure parce qu'on nous empêche de nous exprimer. Tu es un libre penseur dangereux pour ces messieurs comme moi. On est un peu dangereux pour eux parce que nous, on va très clair et on veut redonner la vue à tous ceux qui ont perdu, qui ont eu la cécité un petit peu en ce moment. Il y en a un peu trop. Hein. Ils sont aveugles, les gens. Et... J'espère vraiment que la majorité silencieuse et que la majorité est silencieuse. Oui. Alors, et d'ailleurs, je vais finir par ça, chers amis. Il faut mettre en place une journée d'action, de manifestation nationale, monumentale, et travailler là-dessus. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut vraiment sortir, il faut arrêter de tergiverser, de tortiller, comme disait Eli Kaku,
dans une blague assez grossière, je ne vais pas répéter là, mais tortiller des fesses pour droit. Et en fait, voilà, il faut arrêter de, voilà, il faut aller jusqu'au bout du travail. On va sortir des réseaux sociaux, on va passer à la vie réelle et organiser quelque chose de monumental et voir. Après, comme je le dis, moi je suis un vrai démocrate. Si les gens veulent vivre dans cette médiocrité avec des muselières, des masques qui ne servent à rien et terroriser toute leur journée, qu'ils le fassent. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, il faut tenter le coup, quoi. On avait réussi à le faire en 2009 en mettant en échec toute la propagande du gouvernement. Et là, on a absolument tout avec nous pour démontrer leur incompétence, leur bêtise profonde, leur contradiction, leur corruption par Big Pharma. Donc, franchement, je pense que la majorité silencieuse, elle est avec nous. Donc, merci infiniment. Merci à Gérard pour son intervention. Merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à partager, commenter, etc. Vous le savez, vous connaissez l'histoire. Et rendez-vous je ne sais pas quand. De toute façon, demain, vous avez l'info en question et je vous tiendrai au courant pour la fin de semaine. Passez une excellente soirée. En tout cas, bon, mon dernier mot, j'espère que s'ils sont aveugles, ils ne sont pas sourds et qu'ils t'ont bien écouté, bien entendu. Merci. Ça les fera avancer. Merci. Ciao tout le monde. Bonsoir. Allez, bonsoir tout le monde.
accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Peur de personne, mais parce que j'en avais quand même peur. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Vous balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua, ou âgés en plutôt mauvaise santé comme Jacques Chirac. Je voulais tout savoir, tout voir, tout comprendre, tout, j'ai tout fait, tout essayé. Hein, moi, je suis passé aussi par le MDMA, par les extasies. Ils les emmenaient dans un hôtel de luxe, ils leur proposaient de la cocaïne. Il y en a partout, tout le temps. Partout. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Vous balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua, ou âgés en plutôt mauvaise santé comme Jacques Chirac. Ma mère faisait partie d'une tribu de pirates sahariens qui a chopé les commerçants dans le désert et qui leur ouvrait les intestins pour prendre les pièces d'or et les bijoux cachés. Voilà. J'ai dit que sous cocaïne, on pouvait avoir envie d'avoir une relation homosexuelle avec quelqu'un. On sait qu'il y a une grande personnalité politique qui se rendait dans des boîtes de nuit échangistes. Vous racontez qu'en boîte de nuit, vous lanciez de la cocaïne en l'air et que les femmes se jetaient sur le sol et léchaient la cocaïne sur le sol. Je jetais ça sur la piste et elles se précipitaient, elles léchaient le sol. Ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. On l'appelle El Diablo. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Il y en a partout, tout le temps. Partout. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. On l'appelle El Diablo. Je prenais jusqu'à 7
moi, à la moitié, j'ai mis du laxatif. Aux toilettes, c'était des embouteillages.